merci surtout aux organisateurs qui sont particulièrement dévoués, qui sont beaucoup investis pour l'organisation de cette séance. Merci à mon voisin de gauche, Tahir Dagitna, qui lui représente donc l'État malien. Et surtout merci à vous d'être venus nombreux. Je pense que nombreux n'est pas trop, c'est effectivement la salle est pleine. Donc je commencerai par une petite provocation à propos de... Bon, mes positions sont connues, j'ai diffusé ça dans la presse malienne, sur des ondes, etc. Ce qui m'a valu une réplique d'un collègue qui s'appelle Anassar et qui m'accuse de ne pas avoir lu les accords d'Alger. Publiquement, je tiens à reconnaître que je n'ai pas lu les accords d'Alger parce que je ne sais pas lire. Donc il est normal que je ne lise pas les accords puisque je ne sais pas lire. Mais on m'a appris à penser. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc mon point de vue sera un point de vue critique sur ce contenu des accords. Je considère que mieux vaut un mauvais accord que pas d'accord du tout, et qu'au risque de vous paraître enfermé dans une contradiction qui, de mon point de vue, n'est pas une contradiction, j'étais favorable au paraphe de ces accords du 15 mai, ce qui, en aucun cas, ne supprime mon droit et mon obligation de critique de ces accords. Alors, la paix, je veux bien, mais pour faire la paix, il faut être deux. Or, il ne me paraît pas du tout évident qu'il y a effectivement des mains tendues réciproques qui vont dans le sens de la paix. Autre chose aussi qui est assez significatif, c'est qu'au moment du paraphe du 15 mai dernier, l'absence d'une personnalité française d'envergure nationale a été pour moi politiquement très significative. Il y a eu quand même dans le passé le déplacement du ministre de la Défense, le déplacement du président Hollande, le déplacement des ministres des Affaires étrangères, et au moment où on paraphe sur la paix, où il y a quand même un enjeu extrêmement important, bon, là, on a un petit strapontin qui était là. Donc c'est quand même politiquement significatif, parce que ça renvoie aussi à la politique française du président Hollande vis-à-vis de l'Afrique, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc je vais axer mon intervention sur 3 points qui me paraissent fondamentaux et qui illustrent les divergences entre les différentes parties. Le premier point, ce sera sur la notion d'Azawad. Le deuxième point sera sur le plan, cette fois-ci, institutionnel, sur le contenu de la régionalisation, qui me paraît, je crois que ce n'est pas trop fort de dire que c'est quelque chose qui me paraît grave dans ses relations avec l'État-nation. Je vais aussi vous proposer des interprétations sur le pourquoi les puissances dominantes vont dans le sens de la régionalisation quand ce n'est pas dans le sens du régionalisme, ce qui est le cas quand même du contenu des accords d'Alger. Et puis, enfin, je terminerai sur une approche beaucoup plus globale. Si on veut comprendre quelque chose, si on veut comprendre ce qui se passe au Mali et d'une manière plus générale sur l'ensemble de l'espace saharo-saharien, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse du système économique actuel qui est en crise. C'est à partir de là que ça donne des éléments d'explication. Donc le premier point, l'Azawad. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler qu'est-ce que c'est que l'Azawad. Il y a deux positions complètement différentes. Une position qui est celle des autorités maliennes qui consiste à dire oui, d'accord, on va reconnaître la notion d'Azawad en tant qu'entité socio-culturelle et humaine. Il y a grand-chose, mais c'est significatif aussi. Et de l'autre côté, vous avez la SEMA, et plus particulièrement le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui dit « Ah non, pas du tout, nous, ce que l'on veut, c'est la reconnaissance de l'Azawad en tant qu'entité géographique, politique et juridique. » C'est quand même très significatif de la divergence de ce que c'est que l'Azawad. Pourquoi cette position irrédentiste? Il y a des éléments d'explication. D'abord, l'Azawad, au sens ethno-géographique du terme, c'est simplement l'espace qui est compris entre Tombouctou, Taoudeni et certains disent Azawad. Sillonné essentiellement par des passeurs normales Belfarabish. La superficie, c'est 380 km². Voilà, c'est ça l'Azawad, au sens ethno-géographique. Ensuite, à l'est de l'Azawad, vous avez l'Azawad, qui est sous, en termes d'espace, cette fois-ci, qui est sous le contrôle d'une grande confédération touareg qui s'appelle les Zéoulimidon. Et puis plus à l'est, vous avez le Tamesna. Le Tamesna, où il y a un brassage
populations de pasteurs nomades, y compris nigériens. Ensuite, la deuxième exception est une exception administrative, je dis bien administrative, qui concerne les trois régions, Mobutu, Gao et Kidal. Administrative. Dans cette administrative, ce n'est pas un territoire politique. Et vous avez dans ces circonstances-là une revendication de type territorial avancée par le mouvement national de libération de l'Azawad, légitimée sur les propos suivants, en disant, je repasse dans le contexte de l'époque, les finalités, les objectifs de l'indépendance ont été légitimés par le fait en disant que l'Azawad était le territoire des ancêtres Touaregs. Qui dit territoire, dit politique, donc l'ensemble de ces trois régions administratives était sous... il est bien évident qu'il s'agit d'une forfaiture et d'une imposture historique. Alors qu'un mouvement politique veuille acquérir un territoire, soit, après tout, c'est son problème, mais qu'il ait recours à l'histoire pour la déformer, se l'approprier et légitimer son intervention, je dis quelque chose qui ne va pas. Ça me permet de faire le lien suivant, parce qu'on n'en parle pas, mais ça me paraît très très important. N'oubliez pas que les représentants du mouvement national de libération de l'Azawad figurent à la commission des peuples autochtones de l'ONU. Or, pour figurer au sein de cette commission, il faut faire la preuve qu'un groupe ethnique minoritaire a été dessaisi de sa terre, dessaisi de son territoire et dessaisi des ressources que recèle le territoire. Donc je me tourne maintenant vers mon voisin de gauche en disant que moi je n'ai pas les moyens de savoir, de vérifier le contenu de ce dossier, parce que ça a quand même été approuvé par l'ONU. Donc il appartient aux autorités maliennes d'accéder à ce dossier pour voir si effectivement il y a eu affirmation de l'existence d'un territoire touareg, d'une terre touareg avec ses ressources. C'est un problème quand même qui me paraît très important, d'autant que si on fait le lien sur une approche un petit peu structurelle entre ce qui se passe entre la communauté internationale et puis le Mali, c'est quand même assez significatif. La deuxième chose, c'est l'existence d'une ambassade, mais pas au sens diplomatique du terme, mais au sens culturel du terme, une ambassade où il y a bien sûr des représentants du MNLA aux Pays-Bas, à Utrecht. Je n'ai pas réussi à savoir le nombre de Maliens. Je suppose qu'ils ont eu l'habilité de ne pas prendre exclusivement des gens du septentrion, de pasteurs nomades, arabes ou touaregs, il va y avoir aussi probablement des Songhua, etc. Il y a un budget pour que cette ambassade culturelle fonctionne sous l'égide de l'Union européenne. Donc d'un côté, vous avez l'ONU, avec ces peuples autochtones, qui revendiquent donc le territoire, etc. Donc, ce qui explique aussi, qui légitime les revendications d'indépendance au nom des peuples autochtones. Les peuples autochtones, c'est une notion très anglo-saxonne, d'ailleurs fortement soutenue par Obama, et puis aussi chez les Canadiens, du côté français, du côté européen, disons, on est un peu étranger à cette notion d'autochtonie. Et puis, parallèlement à ça, je crois que c'était en 2011 ou 2012, la reconnaissance d'une ambassade culturelle. J'insiste sur cet aspect culturel. Mais dans cet aspect culturel, le représentant de cette instance-là, c'est quand même le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad. Et c'est financé par l'Union européenne. Je n'ai pas réussi à obtenir le montant du budget, mais j'observe, c'est simplement une observation, que tous ces gens quand même circulent partout en Europe, y compris aux États-Unis, y compris au Canada, avec des moyens qui en tout cas, qui nous sont étrangers. Donc vous voyez, cette notion d'Azawad est un enjeu fondamental. Ça veut dire que s'il y a du côté malien encore des concessions qui sont faites, ce ne sera pas des concessions, ce sera des compromissions. Et du côté maintenant de la coordination des mouvements d'Azawad, ils peuvent très bien s'appuyer sur le fait qu'ils sont reconnus par l'ONU en tant que peuple autochtone, ce qui est encore une fois une imposture, une forfaiture. La majorité des populations du septentrion malien, c'est certainement pas les Touaregs. C'est dommage parce que, effectivement, comme c'est un groupe minoritaire, ils ne peuvent pas arriver au pouvoir par la voie démocratique normale, c'est-à-dire par la démocratie élective. D'où le fait qu'il y a eu d'une manière assez régulière le recours aux armes pour imposer leur point de vue et leurs revendications, cette fois-ci,
d'indépendance et d'autonomie. J'insiste un peu sur cet aspect-là parce qu'on n'en parle jamais et je pense qu'une des raisons pour lesquelles la coordination se sent forte dans les négociations, c'est qu'elle sent l'appui de la communauté internationale, toute cette nébuleuse dont Joseph a parlé tout à l'heure, et puis derrière, quand même, le MIP, il les reconnaît en tant que peuple autochtone, donc qui reconnaît la légitimité de leurs revendications. C'est ça qui me paraît grave. Le deuxième point, c'est toujours à propos du contenu. On peut très bien, encore une fois, dire il faut paraffer, et tout en étant très critique, ce qui est mon cas. Ce qui me gêne d'une manière, comment dire, très forte, c'est le fait de procéder au président des régions par le suffrage universel direct. Ça me gêne sur le plan de la démocratie, sur le plan de la République, République démocratique, sur le plan de la démocratie républicaine, ça me gêne d'autant qu'il y a élection, formation d'une assemblée régionale. Ce n'est pas du tout la même chose lorsque le président de région est élu par ses pairs issus de l'assemblée régionale. Ça veut dire qu'il a des comptes à rendre à ceux qui l'ont élu. Mais à partir du moment où il est élu, comme d'ailleurs le président de la République, au suffrage universel direct, il va rendre des comptes à qui? Il va rendre des comptes à ceux qui lui plaira, d'une part. D'autre part, c'est quand même générateur potentiel, mais bon, quand on connaît le Mali, on peut bien dire que ce n'est pas potentiel, générateur institutionnalisé de clientélisme et de népotisme. Donc c'est quelque chose qui va à l'encontre de la conception républicaine de la fonction de l'État. Ce qui me gêne aussi, c'est que cette élection au suffrage universel direct du président de région, il est calqué sur les institutions étatiques maliennes. C'est en définitive le mimétisme là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est quand même un peu dérangeant. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi ce choix a été fait par les autorités maliennes et pourquoi ça a été approuvé par tout le monde, cette élection du président de région au suffrage universel direct. C'est le deuxième point sur le plan institutionnel. Ensuite, maintenant, sur le plan de la croyance, les accords d'Alger institutionnalisent la fonction sociale et juridique des cadis. Les cadis, c'est quand même l'aspect religieux, l'aspect musulman. Donc un pays qui se gargarise toujours, qui fait référence toujours à la laïcité et au Mali laïque, etc., je suis quand même un peu surpris qu'il y ait une telle concession qui ait été faite. Reconnaître la fonction sociale de la justice musulmane à travers les usages qu'elle peut mettre en place, il n'y a pas d'objection. Je trouve ça très très bien. C'est deux choses qui peuvent parfaitement cohabiter. Mais lui donner une référence institutionnelle, c'est quand même quelque part intégrer la dimension religieuse dans le politique. Et quand on sait le poids du religieux dans la politique malienne, quelque part, ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc pour ces trois aspects-là qui me paraissent fondamentaux, il y en a bien d'autres, mais c'est ça qui me paraît très, très important. Je viendrai après sur le problème des annexes des accords. On assiste en tout cas de mon point de vue, à des processus, à des fissures qui conduisent à affaiblir l'État-nation, voire des processus qui engagent le démantèlement de l'État-nation. Parce que je vois difficilement les conditions possibles, je dis bien possibles, pour faire fonctionner cette régionalisation, que je considère plus comme étant un régionalisme. Pour qu'il y ait un contrôle sur les présidents de région, sur les assemblées de région, il faut un État fort. Or, le Mali est loin d'être un État fort. Donc c'est un peu la porte ouverte, effectivement, à des processus d'autonomisation des régions. Et ce processus d'autonomisation des régions, que vous le vouliez ou non, c'est quelque chose qui va à l'encontre des pouvoirs de l'État-nation, plus particulièrement sur le plan administratif. Quand même, les présidents de région, comme je l'ai dit, sont investis des trois pouvoirs capitaux fondamentaux, exécutif, économique et administratif. C'est quand même pas n'importe qui. Donc ça va dans le sens d'une personnalisation
du pouvoir régional. Si c'est ça la régionalisation, si c'est ça la décentralisation poussée qui va dans le sens d'une personnalisation, donc dans le sens potentiel de l'autoritarisme et de l'abus de pouvoir, puisqu'il est contrôlé par personne. Il dit, moi je suis élu par le suffrage universel, donc j'ai des comptes à rendre simplement qu'à mes électeurs. Quand est-ce qu'il va rendre des comptes à ses électeurs? Donc ça me paraît quelque chose de grave. Pareil sur la notion de Nazawat, pourquoi les raisons pour lesquelles j'ai évoqué tout à l'heure. Maintenant, sur le problème de la région, on voit bien que sur le plan international, cette fois-ci en termes de géopolitique, si vous voulez, la crise du système capitaliste, qui est une crise systémique mondialisée, considère que l'État-nation est un obstacle pour la ramification de ce système. Et qu'il faut donc aller dans le sens de l'anonymisement, voire de la disparition de l'État-nation. Ce n'est pas spécifique de l'Afrique. Nous devons voir le problème de l'Europe. L'Europe, c'est aussi ça. C'est pas ces termes-là. C'est-à-dire ça pose le problème de la souveraineté nationale. Et on voit bien la crise à laquelle on est confronté actuellement, y compris à travers les plans d'austérité, qu'en définitive, les souverainetés nationales sont dessaisies de leurs initiatives. Ce que je crains, c'est que ce soit la même chose pour le Mali, avec un pouvoir, cette fois-ci, régional, qui ne sera plus un pouvoir national. Donc, de facto, et dans le fonctionnement des instances et des institutions régionales, ça va à l'encontre de l'autorité et de la souveraineté de l'État. Ça me permet de faire le lien maintenant avec le discours permanent qu'on entend sur « oui, mais c'est l'intégrité territoriale, les frontières ne sont pas remises en cause ». Ça va de soi. Il n'y a aucune puissance actuellement au monde qui irait, contrairement à ce que dit Bernard Guetta, qui va dans le sens de la remise en cause des frontières issues de la décolonisation. Sinon, c'est générateur de chaos. Quelle est la puissance politique qui aurait des capacités à contrôler ce chaos? Aucune. En revanche, on maintient l'intégrité territoriale et on procède à une réorganisation du politique à l'intérieur des frontières. Et c'est ce qui se passe actuellement au Mali avec la régionalisation, régionalisme. Alors, pourquoi ça? Parce que ça permet effectivement de satisfaire en partie la crise du système. Parce qu'à partir du moment où vous avez une régionalisation, régionalisme, ça institutionnalise les inégalités régionales. Les régions ne recèlent pas les mêmes richesses, elles n'ont pas les mêmes ressources. Donc si moi je veux développer des projets, je ne vais pas développer des projets avec une région qui est pauvre, qui ne m'intéresse pas. Je vais développer des projets avec une région qui recèle des ressources. Je crois que dans le septentrion malien, quoi qu'on en dise, il y a des ressources extractives qui sont prometteuses, mais qui sont loin d'être négligeables. Donc ça constitue aussi des enjeux. On comprend bien pourquoi, et ça a été déclaré aussi par certains mouvements des groupes armés narco-laïques. Je crois que l'appellation narco-laïque convient très bien. Et on retombe sur le problème des peuples autochtones, le contrôle par les peuples autochtones de leurs ressources sur un territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, les processus qui auraient été engagés ne peuvent que conduire à des formes d'autonomisation des régions. Et ces formes d'autonomisation des régions ne peuvent satisfaire que les intérêts des puissances occidentales, je pense un peu aux multinationales, mais aussi aux intérêts des grandes sociétés maliennes. Il y a de grandes sociétés maliennes aussi qui sont là, qui sont un peu à l'affût. Alors pourquoi je fais référence aux ressources extractives? Parce qu'un des éléments du mouvement national de libération des Azawad lui-même fait référence à sa volonté de contrôle de ces ressources. Donc je me dis, c'est pas simplement que du discours, c'est prometteur, c'est sûr, mais quelque part, en tout cas, il y a des spécialistes qui disent oui, il y a des ressources prometteuses, il faut que les conditions politiques et sécuritaires soient rétablies, il faut aussi que sur le plan technologique, il y ait un développement technologique pour pouvoir passer à l'extraction, etc. Mais on sait qu'il y a quand même ces enjeux-là. Donc, si on veut appréhender la situation du Mali, qui, de mon point de vue, est un laboratoire, c'est devenu un laboratoire d'expérience politique, c'est devenu un pays géostratégique qui résulte de l'intervention
militaire franco-britannique et celle de l'OTAN en Libye. On a vu les conséquences. Après, maintenant, j'entends que les gens pleurent sur la Libye. Mais à l'époque, personne n'a pleuré sur l'intervention des militaires franco-britanniques. On a été simplement une minorité en disant « Attention, ça va être la catastrophe sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien », ce qui a fait en sorte qu'on a été taxé de pro-dictateurs, de tous les mots. On arrive à la situation actuelle, personne ne dit grand-chose sur la Libye. Ça veut dire que la situation au Mali est fortement conditionnée directement, je dis bien directement, par la situation militaire de la Libye qui n'existe plus en tant qu'État, puisque c'est dirigé par des forces djihadistes et puis des forces tribales, donc une tribalisation du politique qui est très très forte. Donc le Mali devient un laboratoire d'expérience politique. Et mon inquiétude, pour retomber sur le problème de la régionalisation, c'est que ça peut servir éventuellement ou être instrumentalisé par d'autres pays voisins qui vont dire ben voilà ce qui s'est passé au Mali, pourquoi on ne le ferait pas chez nous. Ensuite, il faut expliquer aussi pourquoi cette situation. Donc, on ne peut pas comprendre que ce mauvais accord, qui est mieux, pas d'accord du tout, et que je vois difficilement comment ça va aller à la paix, sans avoir le mouvement national de libération de l'Azawad, son assise politique et territoriale, c'est la norme des Iforas, c'est Kidal, pas plus. Donc, moi je me dis, mais comment un mouvement qui n'a pas d'assise sociale, qui n'a pas d'assise politique et qui, sur le plan territorial, ne représente qu'une infime partie du Mali et plus précisément la partie nord-est, peut diriger les négociations. Le terme n'est pas trop fort. À chaque fois qu'il y avait des avancées, le mouvement national de libération de l'Azawad disait « Ah non, il faut qu'on consulte les gens, il faut qu'on consulte notre base ». Quelle base ils ont consulté? Ils ont consulté Kidal. Donc ça a duré 8 mois. La question que je me pose, c'est bon, est-ce que ça va encore durer? À un moment donné, il faut quand même aussi prendre des décisions. Maintenant, il me reste combien de temps, président? 10-15 minutes. Bon, donc la responsabilité de la situation actuelle, elle incombe aussi quelque part à la politique française. Parce que sans le soutien de Serval au MNLA, la situation dans le septentrion malien ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Je l'ai dit, il y a plusieurs responsables de la défense et puis certains services qui ne m'ont pas démenti. Ils m'ont fait comprendre que ce n'était pas leur point de vue et propose, puisque eux ont des galons et que moi, pendant la guerre d'Algérie, j'étais deuxième classe, donc je n'avais pas du tout d'obligation de réserve. Mais c'est ça, c'est dans ces termes aussi que ça se pose. Maintenant, si vous faites le lien que je faisais tout à l'heure avec l'absence d'une personnalité d'envergure, la signature du 15 mai, on se dit c'est quand même un peu un camouflet aux autorités maliennes. Il fut un temps où le terme, j'avais utilisé un terme qui était un petit peu trop fort, qui ne correspondait pas à la réalité, donc j'avais utilisé le terme de tutelle plutôt en termes de métaphore, d'analogie, si vous voulez, où effectivement Joseph faisait référence aux dates des élections. Je crois que c'est le président Hollande François qui a dit à plusieurs reprises qu'il serait intraitable, je ne l'invente pas, il serait intraitable sur la tenue des élections présidentielles. Donc on me dit que ça, il y a un terme français qui caractérise ce type de comportement, et je crois que le terme envisagé, c'est ingérence. Après, j'entends la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Madame Guigou Elisabeth, une personne très influente au sein de la trilatérale. On n'en parle pas de la trilatérale, mais c'est quand même elle qui définit les grandes stratégies mondiales, qui dit, comme l'a dit M. Juppé, je crois que c'est le maire de Bordeaux, M. Juppé, qui dit il faut l'autonomie pour le Nord. Je dis mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une droite, il faut l'autonomie pour le Nord, et vous avez une personne quand même qui est présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale qui tient exactement les mêmes propos. Et après je dis mais voilà, ça corrobore ce que veut le MNLA et à sa suite la coordination des mouvements de l'Azawad. Donc quelque part on se dit effectivement il y a des intérêts extrêmement importants qui vont dans le sens de l'assujettissement de l'État-nation et de ces conditions d'assujettissement de l'État-nation
combine deux types d'intervention. Une intervention venant de l'extérieur, et puis une intervention venant, cette fois-ci, de l'intérieur, avec une réorganisation du politique à l'intérieur des frontières, et qui passe par la régionalisation, régionalisme. J'insiste sur l'aspect régionalisme. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui va dans ce sens, parce que ça pose le problème de la nature politique et de la manière dont un peuple s'investit dans le politique. À partir du moment où c'est des initiatives de type institutionnel, c'est aussi une manière de supprimer la parole du peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment des conférences nationales souveraines? C'est pour ça qu'elles étaient intéressantes. Excusez-moi, vous pouvez aller un peu vers votre conclusion. D'accord. Elles ont produit le renouvellement d'élites politiques. Donc, les perspectives ou les possibilités de retourner à une certaine santé, à un certain équilibre politique à l'intérieur du Mali, c'est pas perdu. Moi, je ne pense pas que ce soit perdu. Mais s'il n'y a pas des contraintes qui s'exercent sur la communauté internationale, et encore une fois, ce problème des peuples autochtones, c'est aux autorités maliennes de chercher le contenu de ça. Et pourquoi? Parce que c'est quand même un représentant du MNLA qui siège à cette commission de l'ONU. Et ensuite, continuer aussi à faire les associations, engager des débats, y compris des confrontations, c'est-à-dire des débats contradictoires, parce que c'est à partir des contradictions qu'il y a quelque chose qui peut germer et qui peut renouveler. Le Mali souffre aussi d'une absence de renouvellement de cette classe politique. Bon, je pense que je vais arrêter. Merci beaucoup.